Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'on a choisi des interventions plutôt courtes et de toute façon à distance ça ne se pose pas. C'est-à-dire que ce qu'on fait d'habitude en une heure et demie, il faut le couper, il faut le séparer au moins par trois. Et d'ailleurs on le voit si on a des enfants qui sont scolarisés, un petit peu cette tendance des instituts, on les appelle maintenant professeurs des écoles, mais ça ne change pas grand-chose au fond, qui par peur du vide leur donne d'un travail absolument incroyable. Et pour un peu, il faudrait presque faire le programme en 2 mois d'un programme qui, quelque part, normalement, aurait dû, j'allais dire, se faire sur l'année. Premier point. Deuxième point, mon intervention, sans faire référence à la philosophie, c'est vrai qu'elle n'est peut-être pas forcément pratico-pratique, mais c'est pas grave parce que Stéphane, qui intervient juste après, là par contre, vous aurez des choses effectivement ultra pratiques que vous pourrez effectivement utiliser ou pas, puisque c'est aussi se repérer par rapport à ce qui vous est donné. Mais en tout cas, dans la série partage de bonnes pratiques, je crois que ça sera extrêmement pertinent. Alors oui, le client zéro, naturellement, avec le clin d'œil, si tant est qu'on puisse faire des clins d'œil dans cette période-là, il y a quand même une différence de fond. Le patient zéro, c'est celui d'où part la contamination. Le client zéro, normalement, c'est d'où part quelque chose qui a à voir avec le soin. Alors, pour introduire ce petit discours, j'aime bien cette formule en la doigt à la Marine. Alors, ce n'est pas forcément Tabarly, mais Tabarly l'avait reprise une fois. Et il dit toujours que sur un bateau, et c'est encore plus vrai en cas de tempête, toujours et d'abord une main pour l'homme, une main pour se tenir, une main pour garantir sa sécurité, et seulement après, alors à ce moment-là, je peux utiliser l'autre main pour la manœuvre. Et encore une fois, c'est d'autant plus grand en cas de tempête. Or, spontanément, on aurait tendance à dire, bah non, il faut que j'aille m'occuper des autres. Mais si on prend d'autres secteurs, ça marche également très bien. On sait bien que dans les avions, lorsqu'on vous explique les consignes de sécurité, et si on vous dit qu'il y a les masques à oxygène qui tombent, première chose à faire, prendre votre masque et vous l'appliquer, et y compris même avant vos propres enfants. Tout simplement parce que si je ne suis pas en bonne condition, je ne pourrai pas m'occuper des autres. Alors attention, le client zéro, je suis mon client à ce moment-là, c'est le premier, c'est moi. C'est pas pour fuir, sûrement pas, c'est pour être en état d'aider les autres. Et donc faire attention à moi, c'est me donner les moyens effectivement à un moment donné de pouvoir faire attention, de porter attention en quelque sorte aux autres. Ça, c'est absolument décisif. Et chaque fois qu'on a manqué à ça, ça a donné d'abord des écroulements personnels, et puis évidemment, je n'ai pas pu faire mon métier. Juste petite incidence, lorsqu'on a parlé, il y a très longtemps maintenant, des premiers burn-out, c'est ce qu'on appelait les burn-out compassionnels. Qui les portait ces burn-out? Les patients, les soignants. Pourquoi? Tout simplement parce que eux, justement, s'occupaient des autres. Je m'occupe des autres toute la journée, et qui va s'occuper de moi? Ce qui veut dire incidemment que le client zéro, je me sauve quelque part à moi-même pour aider l'autre à l'initiale, mais après, il va falloir aussi que moi j'endure les choses. Et qui va s'occuper de moi à ce moment-là? Donc ça, c'est un autre travail, mais il ne faut pas le perdre de vue. Je ne suis pas tout puissant. Et donc moi aussi, j'ai mes failles. J'ai garanti quelque part de l'ordre de la musculature psychique, physique, pour m'occuper des autres. Mais maintenant, il faudra que je fasse également quand même attention à moi, une sorte de check-up un petit peu régulier comme ça. Deuxième incidence, par rapport à la crise. Quelle qu'elle soit, mais plus encore en cas de crise sanitaire, la stratégie pour toutes les organisations, elle est assez simple. Elle est assez simple parce qu'on applique des procédures. Elle tient en deux verbes, décider et agir. Décider rapidement et agir très rapidement. Il faut donner de l'action, il faut donner à voir. Et avoir quoi? Dans mes décisions, à avoir des certitudes. Pourquoi? Pour compenser l'aspect complètement anxiogène et complètement incertain dans lequel on est. On a besoin de ça. Alors, si on était un peu plus subtil, et comme je le disais précédemment, dans une autre réunion, ce n'est pas tellement l'idée de prendre forcément les bonnes décisions, mais de prendre les moins mauvaises décisions à un moment donné et de les partager. Si on pense un tout petit peu la crise, alors ça c'est à l'aune de ma propre opinion, naturellement ça ne va pas au-delà, c'est un révélateur de la fin d'un monde. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Eh bien, je crois qu'on a péché à nouveau. Quand je dis on a péché, c'est l'humanité de façon générale. Naturellement, ce sont plutôt les personnes en capacité, pour le coup, de décider, ce qu'on appelle les décideurs. On a péché par rapport à quoi? Une sorte de fantasme de toute puissance où on pensait que cette mondialisation, et puis ces excès dont on s'accommodait finalement, tous les progrès des nouvelles technologies, du numérique, du digital, de l'intelligence artificielle, du transhumanisme, pourquoi pas, eh bien, ça allait réussir à solutionner tous les problèmes. Et puis, patatras, tout ça, ça s'écroule. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait résonance à ce qui s'est passé quasiment un siècle, jour pour jour.
Il y a un siècle, donc c'est à la fin du 19e, début du 20e, qu'est-ce qui se passe? Fin du 19e, c'est ce que Mark Twain avait appelé l'âge d'or. C'était effectivement, là aussi, on pensait que les techniques, que les progrès de la science arriveraient à résoudre finalement tous les problèmes. Et puis c'est Julien Green, ça c'est un écrivain, 1900, puis il est presque mort en 2000, il a vécu je crois 99 ans exactement, qui écrivait sur son journal que ça s'est écroulé tout ça. Et comment ça s'est écroulé en 2 fois, où la nature a rappelé qu'elle était plus forte. Et que finalement, tout ce qui était la présomption, le fantasme de toute puissance des hommes, ça ne valait pas grand-chose. La nature est plus forte, c'est quoi? C'est le tremblement de terre de Messine. 1908, 100 000 morts. Et le deuxième, c'est la nuit tragique du 15 avril 1912. C'est le Titanic, conçu pour être insubmersible, c'est-à-dire que rien ne pouvait le détruire, un petit peu comme notre mondialisation. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la tempête, ou plutôt un virus, quelques nanomètres, par rapport au bloc de glace du Titanic, c'est ça le problème, là aussi il y a eu la miniaturisation en quelque sorte, eh bien ça a jeté à terre, ça nous a jeté par-dessus bord. Alors c'est le même Tabarly qui disait, et on sait comment il a fini, donc lui-même parfois pouvait faillir, il disait, avec le sens de la formule, qu'un homme qui passe par-dessus bord, c'est quelqu'un qui à un moment donné, on va dire, n'a pas été suffisamment concentré, a manqué effectivement à un moment donné par rapport à son propos, par rapport à son dialogue, par rapport à son discours, par rapport à son travail. Et bien nous, je crois qu'à un moment donné, effectivement, on a été distrait parce que finalement les choses grosso modo allaient plutôt bien, et on a été comme ça très rapidement, si ce n'est débarqué, encore jeté effectivement dans les flots. Et on est en train de dire tout de suite, et c'est là où on reconnaît qu'on n'est pas trop sorti du monde d'avant, parce que la grande crainte, c'est quoi? C'est que le monde d'après ressemble furieusement au monde d'avant. Et juste pour faire une petite incidence par rapport aux écoles, si nous, on a un job par rapport à ça, c'est comment faire pour éviter justement que le monde d'après soit comme le monde d'avant. Ce qui veut dire aussi se départir, là aussi, d'une forme de toute puissance qu'on véhicule. On dit souvent, oui, mais quel monde on va laisser? Comme si c'était nous qui étions en charge du monde qu'on allait laisser. Lorsqu'on est dans l'enseignement, c'est plus facile d'ailleurs de faire le point. C'est pas ça la question. C'est quels jeunes allons préparer pour effectivement le monde de demain, pour faire en sorte que demain, ça ne recommence pas. Une fois qu'on a dit ça, par rapport aux collaborateurs, comment est-ce que je vais m'en occuper? C'est Camus qui a dit « commencer à penser, c'est commencer à être miné ». Si jamais vous laissez les personnes, j'allais dire, sans immédiatement être dessus, sans immédiatement essayer de recréer du lien, voir qui est en train de boire la tasse, voir qui éventuellement se noie, voir qui va peut-être un petit peu mieux, vous allez les perdre, c'est extrêmement dangereux. Donc aussi, il faut les mettre dans l'action. Vous n'êtes pas tout seul, vous avez un management, vous avez des directeurs, il faut les impliquer, donnez-leur des responsabilités. Si j'ai des responsabilités, souvent je peux aller au-delà de ma propre peur. Juste avant l'intervention, nous étions revenus pour, j'allais dire, marquer les derniers points, préciser les derniers détails. Et très intéressant, c'est qu'en fait, on a remarqué chez nos collaborateurs qu'ils se posent parfois des questions dans les détails, sur le temps de travail. Il ne faut pas s'y tromper, il faut aussi entendre ce qui se joue derrière. Ce qui se joue derrière, c'est une négation de l'anxiété dans laquelle on vit, et donc on se réfugie dans quelques détails pour surtout ne pas voir effectivement ce côté anxiogène. De même, il faut penser très rapidement à la situation. On a dit les gens sont à distance, sont en télétravail, c'est formidable et ça marche bien. Ouh là là, nous ne sommes pas en télétravail au sens classique du terme. Nous sommes dans un télétravail contraint, sous confinement, avec une agression psychologique extraordinaire, d'enfermement. Et pour dénier ça, justement, on va se réfugier dans les quelques détails. Et vous, en tant que patron, votre job, c'est quoi? C'est de donner des axes, donner des directions, donner des certitudes, encore une fois, dans ce flot d'incertitudes. Comment vous allez vous adresser à eux? Plus encore qu'en temps normal, en quelque sorte. Eh bien, de façon extrêmement assertive. Et assertive, c'est le bon terme. Il y a deux sens à l'assertivité. Le premier, c'est je suis sûr de mes faits, je dis les choses, c'est comme ça. Mais il y a aussi l'assertivité qui prend en compte la parole de l'autre. Et là, il y a un premier pont qui peut être fait avec le client. Vous savez, on posait souvent la question, c'est quoi la vérité? Qui détient la vérité? Entre le manager, la personne qui le dirige, entre le client, entre le fournisseur. La vérité, c'est une question extraordinaire. C'est la question des Grecs, c'est la question initiale pour le coup de la philosophie, c'est la question de Socrate, à quelles conditions la vérité est-elle possible? Et puis on franchit quelques siècles, Kant, 18e siècle des Lumières, reprend la question, oula, c'est trop ambitieux. Et il substitue notre question, à quelles conditions la connaissance est-elle possible? On l'a vu là, patatras, ça s'écroule, la connaissance, ça ne tient pas, qu'un Popper l'avait déjà dit avant. Lui, c'est fin 19e, fin 20e, plutôt complètement contemporain, il est mort en 94. Il substitue la question kantienne et ça devient à quelles conditions le progrès est-il possible?
Et ce qui est très intéressant à ce moment-là, c'est qu'il va montrer qu'en fait, on ne progresse jamais d'une solution à une solution, mais justement ce que je disais, d'une moins mauvaise solution à une moins mauvaise solution. Mais c'est ça le progrès, parce que le problème qu'on va découvrir, il est encore plus complexe et plus intéressant. Je reviens à la question de la vérité. En le couple, manager-salarié, client-fournisseur, s'il y a une vérité, c'est celui qui éprouve. L'assertivité, c'est être capable d'entendre ce que l'autre éprouve et d'en tenir compte. On ne doit pas, surtout pas la moquer, on ne doit pas non plus la prendre comme une vérité à ce moment-là et moi je ne pourrais pas agir, mais il faut en tenir compte. Donc, j'affirme des faits, mais j'essaye d'être en capacité à écouter. Deuxième chose et deuxième point extrêmement important, c'est la notion de temps. Vous le savez, on n'a pas de temps. Et bien justement, on va donner plus encore que d'habitude ce qu'on n'a pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi se mettre en tête. Si je n'ai pas ce que je vais te donner, donc c'est ce qu'il y a de plus précieux par définition, alors je te fais un cadeau absolument extraordinaire. Juste petite incidence, la philosophique. La grande question du temps, ou une des grandes questions du temps, elle a été traitée par un certain nombre d'auteurs. Tout à l'heure, il y avait l'exemple Einstein, donc évidemment sur le temps, a dit des choses absolument, absolument formidables. Là, c'est un petit peu moins technique, c'est plus dans la littérature, philosophie, c'est Bergson. Bergson, c'est début du 20e, prix Nobel en 27, il est mort en 41, donc on voit bien à peu près ses travaux, et il a écrit des choses sur le temps. Et il fait très bien le distinguo entre le temps du politique, tel jour, telle heure, confinement, tel jour, telle heure, déconfinement. Et puis le temps de celui qui éprouve. C'est ce qu'on appelle la durée. La durée, ce n'est pas seulement le temps à l'instant T, c'est le temps à l'instant T auquel je vais ou dont je me rapproche, mais chargé d'un temps passé, chargé d'attente, chargé d'anxiété, chargé de ce qu'appelait Bergson d'un passé qui ne passe pas. Donc je vais donner du temps, moi, de mon temps à ces personnes-là pour entendre leur durée à ces personnes-là, pour entendre éventuellement leur souffrance. Mais cette souffrance, elle sera cadrée encore une fois dans une assertivité qui est de l'ordre du fait. Très attention à ça, très très important par rapport à ces choses-là. Donc, je m'adresse à eux de façon assertive, je leur donne du temps. Et puis, il y a une troisième chose que la crise, je pense, va certainement bouger, va certainement, on va dire, déplacer. C'est que, initialement, et ça j'emprunte à M. Moati, c'est pas moi qui tiens ça, mais ses propos sont absolument remarquables, il était déjà intervenu d'ailleurs pour la marque, où il dit qu'il va falloir dépasser à un moment donné quand même cette relation transactionnelle qu'on a nous, avec les étudiants, on vend des programmes, qu'on a avec des clients, on vend un service, on vend un produit, dans quelque chose qui va dépasser ça. Et c'est ce qu'il appelle le serviciel. Le serviciel, c'est aller au-delà, c'est plutôt que de délivrer simplement un service pour le coup, c'est ce qu'il appelle les effets utiles, c'est ce qu'il appelle des solutions. C'est ce que nous on appellerait des compétences dynamiques qui vont accompagner, on va dire, les personnes au moment même où elles sont en capacité d'utiliser ce qu'on éventuellement on a pu leur apprendre ou ce que éventuellement on a pu leur vendre. Donc il y a un travail comme ça de glissement. Ramener à l'école, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut plus qu'on vende des programmes. Il faut qu'on vende quelque chose qui va au-delà, qui va accompagner, qui va permettre effectivement aux personnes d'être un petit peu moins seules lorsqu'elles vont devoir affronter des choses extrêmement difficiles. Et puis il faut revenir au basique. Je vous ai dit tout à l'heure, et on finira là-dessus, l'enjeu, que le monde d'avant ne revienne pas. Oh, il revient à grands pas. La mondialisation, c'est comme l'hydre de l'herbe. Vous avez beau lui couper des têtes, elle repousse et même doublement. Et c'est Houellebecq qui a fait un papier il n'y a pas très très longtemps où il disait ça va revenir comme avant, et il ajoute, ça c'est Houellebecq, en pire. Revenir aux fondamentaux, revenir aux basiques, c'est quoi? C'est une fois pour toutes comprendre qu'il faut mettre les hommes et les femmes au centre de nos préoccupations. C'est-à-dire aller au-delà simplement du discours qui ne serait qu'écologisant, le bien pour la planète, l'environnement. Il ne faut pas s'y tromper, alors ça c'est très personnel, mais l'avion électrique, certes sans tambour ni trompette, mais le virus aurait circulé exactement de la même façon. Il n'est pas là l'objet. Qui est l'environnement en bout de chaîne? La réponse est oui, mais partir des besoins des hommes et des femmes, partir de leur dignité, partir du respect. On l'a vu avec la crise, les mensonges, les informations qui n'ont pas bien circulé, des querelles qui cachent d'autres desseins. C'est ça qu'il faut essayer de changer. Alors, ce n'est pas nous qui allons le changer. Nous, par contre, on est en capacité peut-être de faire en sorte que la nouvelle génération s'approprie des valeurs, une façon d'être, des choses qui ne sont pas que de l'ordre de la posture. Nous, on était dans la posture. J'espère qu'eux vont l'intégrer véritablement physiquement. J'ai parlé de Camus à un moment donné très rapidement. Je voudrais terminer sur lui. Nous sommes en 1957. Il reçoit son prix Nobel de littérature et il fait un discours formidable à lui, c'est-à-dire on comprend ce qu'il nous raconte, ce qui, pour un philosophe, qui était aussi philosophe, pas seulement essayiste, auteur de pièces de théâtre. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Camus?
Il dit que trop souvent, trop longtemps, et c'est un message qu'il nous adresse, faut l'entendre comme tel, toutes les générations, la nôtre, on a pensé qu'en permanence, il fallait réinventer, inventer le monde. C'est ça. On allait finalement le modeler finalement à nos desseins. Toujours ce fantasme de puissance. Y compris lorsque le président, mais on ne lui enlèvera pas évidemment parce que c'est, je pense qu'il voulait dire bien autre chose, mais quand il dit qu'il faut nous réinventer, il ne faut pas se fatiguer. Hein. Se réinventer, c'est toujours inventer à partir d'eux, c'est toujours refaire du même quelque part. Certes, sous des atours différents, mais fondamentalement, ça ne bouge pas beaucoup. Et la seule façon, quelque part, de réinventer ou d'inventer le monde, c'est de laisser la place à ceux qui vont être en capacité éventuellement, donc de leur laisser les billes. Et qu'est-ce qu'il dit Camus? Que l'enjeu le plus grand, c'est faire en sorte que le monde ne se défasse pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de l'ordre de la toute-puissance, on est dans quelque chose d'extrêmement modeste, extrêmement besogneux, mais extrêmement attentif, d'abord aux autres, et ensuite à ce qui concerne, on va dire, notre environnement et notre bien à tous, effectivement, à ce moment-là, la planète. Voilà, c'est simplement ce que je voulais vous dire. On a tenu pas tout à fait 20 minutes, mais un peu plus que 15 minutes, je pense, pour laisser la parole maintenant à Stéphane. Merci Loïc. Je sais pas, on fait sans transition, Marie-Louise, tu me dis? Sans transition, mais toi, tu as une très belle transition, je sais. Ouais, merci Loïc pour cette intervention. Moi, ma transition, c'était on va passer du client zéro au zéro client. Donc, je vous propose d'enchaîner avec cette passerelle et d'évoquer avec vous ma nouvelle vie, dans ce contexte atypique. Mais avant, je voulais faire une petite page de pub pour vous présenter rapidement l'UCPA et ma mission au sein du groupe associatif. Donc, ça fait 55 ans que l'UCPA existe et que nous rendons le sport accessible à tous. Un sport qui est non compétitif, qui est vecteur de vivre ensemble, de mixité et de bien-être. Donc, le groupe UCPA, c'est plusieurs marques. C'est des marques qui sont autour des adultes pour les séjours sédentaires ou itinérants en France ou à l'étranger, des séjours pour les familles à la neige ou en camping, ou à travers une marque qui s'appelle La Balaguère, qu'on a acheté en 2017, sur des circuits itinérants pour la jeune clientèle de plus de 50 ans. Il y a des marques aussi orientées enfants-adolescents, à travers la marque UCPA Odyssée, donc pour les jeunes de 6 à 17 ans. Une marque qui s'appelle Teligo, orientée aussi enfants-adolescents, donc pour des séjours thématiques, linguistiques en France et à l'étranger. Et Tout Azimut, qui est une marque orientée B2B sur les scolaires et collectivités. Et puis on a une marque qui s'appelle Sport Access, une marque loisirs, donc on anime 70 équipements en France et aux Antilles. On anime et on gère des équipements de loisirs, donc c'est des centres équestres, des bases de plein air, patinoires, canyoning indoor, etc. etc. Mais l'UCPA aussi, c'est une école de formation, école auprès de nos moniteurs sportifs, auprès de nos directeurs de séjour et animateurs qui vont encadrer nos enfants et nos adolescents. Et on a aussi 2 écoles de DJ à Lyon et à Poitiers. Voilà, l'UCPA en quelques chiffres, c'est 250 millions de chiffre d'affaires, c'est 3,4 millions de clients et c'est jusqu'à 12 000 collaborateurs en haute saison. Mon rôle, moi, c'est de piloter une des 4 BU de l'UCPA, qui est la BU enfants-adolescents. Donc, on accueille près de 125 000 enfants-adolescents de 4 à 17 ans. C'est près de 5 000 collaborateurs en haute saison. Donc, il y a beaucoup de saisonniers et c'est 200 personnes en service support qui sont là pour assurer tout le système de mise en place des colos pour ces jeunes et ces ados. Dans ma BU, la particularité, c'est je pilote à la fois la relation client, la réclamation pour l'ensemble du groupe, mais aussi tout ce qui est autour du transport, donc le transport car et train pour le groupe, la logistique et évidemment aussi la gestion de crise, qui est un petit sujet en ce moment. Voilà, cette nouvelle vie professionnelle doit s'adapter à ce contexte et je vais vous la présenter en 3 temps. Comme vous l'avez vu sur le premier PowerPoint, c'est serrer les dents, s'adapter et puis évidemment anticiper, prévoir l'avenir dans ce contexte tout à fait délicat. Donc, quand je parle de serrer les dents, je voulais juste faire un bref historique. Donc, ce sera un retour d'expérience sur ce que je suis en train de vivre. Un bref historique. Le dimanche 15 mars, on a la décision qui tombe donc d'interdire tous les regroupements, et notamment dans les colos, que ce soit pour les adultes ou que ce soit pour les enfants et les adolescents. Donc, on doit arrêter l'ensemble des séjours en France, aux Antilles et à l'international. Voilà, quand je vous parlais de 0 client, voilà, 0 client.
doivent être accueillis dans nos centres à partir de cette date. On arrête même les départs en train, on se met sur le quai, on dit aux gens de ne pas monter dans les trains parce qu'on ne peut pas les accueillir sur place. On fait faire demi-tour au car. On appelle ceux qui devaient partir un petit peu plus tard pour dire de ne pas partir. Et puis ceux qui étaient déjà arrivés, on leur demande de faire demi-tour. Le lundi 16, la plupart des clients sont repartis. Certains mettront plus d'une semaine à repartir parce qu'ils sont aux Antilles ou à l'international. Il faut trouver des places dans les avions pour les faire repartir. Mais on aura mis une semaine pour faire repartir tout le monde. Le 17 mars, 95% de notre production est arrêtée. Les équipes sont au chômage partiel. La plupart repartiront chez eux et d'autres saisonniers resteront au sein de nos sites parce qu'ils n'avaient pas de solution de logement. Dans les services support, c'est 70% des services support qui seront en chômage technique et qui sont encore en chômage technique, tout simplement pour préserver la trésorerie du groupe et évidemment maintenir l'ensemble des emplois et aussi pour s'occuper évidemment de nos clients. J'en reparlerai juste après. Et puis, il y a l'ordonnance du 25 mars, vous avez sans doute entendu parler, qui permet donc aux tour opérateurs, aux entreprises de voyage ou associations, plutôt que de rembourser les clients qui devaient partir, de faire des avoirs. Donc, l'UCPA a fait un certain nombre d'avoirs, plus de 15 millions d'avoirs. On a aussi l'ensemble des groupes scolaires, des collectivités qui se désengagent, les comités d'entreprise qui subissent la pression de leurs ayants droit et qu'ils annulent, ils annulent, ils annulent. Voilà. Donc, commence le grand début de l'incertitude dont tu parlais, Loïc, mais on aura toujours et on a toujours trois préoccupations en tête qui sont constantes, c'est le collaborateur, le client et nos fournisseurs. Et plus particulièrement les petits fournisseurs, ce n'est pas péjoratif, mais ce sont les fournisseurs fragiles à qui on leur doit des engagements et qu'on va préserver parce qu'on veut continuer à ce qu'ils vivent et qu'ils travaillent pour nous. Depuis le 16 mars, l'encéphalogramme plat sur les ventes, plus de flux web, c'est la fin du front office à l'UCPA. Par contre, il y a un autre service qui est plutôt en le boom, c'est le back-office, le fameux BO, la réclamation qui, eux, croule sous les demandes avec la gestion des annulations des clients, les besoins de réassurance, les interrogations sur l'avenir, les mécontentements par rapport aux avoirs qu'on a pu émettre parce que les clients voulaient des remboursements. Le call, les mails, les réseaux sociaux sont saturés. Donc, dans ce contexte paradoxal où d'un côté, on doit préserver notre trésorerie, on doit mettre les gens au chômage partiel, d'un autre côté, on a besoin de ressources, notamment au niveau de la relation client, pour faire face à ces nombreuses demandes de clients et d'être là proche d'eux. Et donc, on a mis en place des collaborations interservices, du team building, pour apporter cette pédagogie aux clients, puisque aujourd'hui, il faut leur expliquer notre situation et pourquoi on fait des avoirs, expliquer un contexte, et en général, c'est plutôt bien perçu. On doit serrer les dents, on doit faire preuve de solidarité interne pour être proche des clients et s'adapter. Un autre paradoxe que l'on vit, c'est que face aux incertitudes que le gouvernement a, et c'est tout à fait compréhensible dans ce contexte, les clients et les collaborateurs ont besoin de certitude. C'est ce que tu disais tout à fait, Loïc. Donc, on a des décisions qui sont prises, qui ne touchent pas forcément encore notre secteur d'activité. Certains ministres plutôt francs-tireurs vont annoncer des idées, partager des orientations qui peuvent être contredites plus tard. Dans ce contexte, il faut s'adapter. On partage beaucoup. On élabore des plans du matin qui sont remis en cause le soir. Je n'ai jamais autant travaillé sur des plans. Espérons que ce ne soient pas des plans sur la comète, évidemment. On les revisite au fur et à mesure des annonces. Le verbe que j'utilise, alors ça va un peu à l'encontre de toi, Loïc, le verbe que j'utilise, ce n'est pas un verbe d'action, c'est souvent le mot « attendre ». Et on prévoit des choses, on essaye d'agir, mais on est suspendu aux décisions gouvernementales, on est suspendu aux annonces officielles et on doit attendre. Ce contexte nous oblige à une nouvelle façon de travailler, qui s'impose évidemment à nous. Fin de la réunion physique, la discussion devant la machine à café, dans l'open space. On doit évidemment trouver une autre forme de lien social qui est suspendu aux oreilles ou derrière les écrans. Chacun est dans sa micro-entreprise
qui est finalement chez soi. Le télétravail nous oblige à réinventer la collaboration d'antan, aligner les informations, partager, rectifier, rassurer, se rassurer soi-même, synchroniser les rendez-vous, puisqu'il y en a qui sont en télétravail, d'autres en chômage partiel, donc il faut bien se synchroniser, essayer de faire tout le même jour, décider dans cette incertitude. Les temps d'échange sont plus courts, mais plus nombreux. Apprendre à s'écouter davantage. À travers la technologie, on n'a pas tellement le choix, sinon c'est la cacophonie, mais ça a vraiment un côté positif. Chacun son tour. On a vraiment une inflation de ce que je perçois de rendez-vous à distance, qu'ils soient téléphoniques ou en visioconférence. Mais on réinvente, mais je m'appuie, moi, sur des fondamentaux, sur le rituel de management qui existait déjà et que j'ai maintenu. C'est garder ces moments de convivialité qu'on pouvait avoir entre nous, c'est garder les moments de codir, c'est garder les rituels individuels, les fameuses bilates. J'ai maintenu tous ces moments-là pour garder le lien avec mes collaborateurs, avec eux-mêmes leurs collaborateurs, pour que tout le monde s'assure que ça va bien. Il faut vraiment se préoccuper comme jamais des collaborateurs, prendre soin d'eux, le fameux care. Il y a ceux qui, quand je fais le tour de mes collaborateurs, il y a ceux qui sont pressés de revenir parce qu'ils ont besoin de ce lien physique. Il y a ceux qui se plaisent chez eux dans cet environnement. Ils ont moins de temps de transport, ils sont plus concentrés ou profitent d'autres choses. Et puis, il y a ceux qui ont du mal entre l'équilibre professionnel et familial, où souvent la cloison est fine et peu étanche. Mais cette période, c'est aussi l'occasion de surfer sur cette opportunité temporelle pour préserver l'ensemble des dynamiques de grands projets. Donc à l'UCPA, on a décidé de ne pas arrêter ces grands projets, travailler sur nos logiciels de réservation ou d'autres types de systèmes d'information en mobilisant les collaborateurs qui, peut-être en temps normal, n'auraient pas pu libérer autant de temps et qui, là, peuvent se concentrer sur ces grands projets pour préparer l'avenir. Donc, on est vraiment dans des temporalités complètement différentes. On est sur du très court terme, où on surveille les courbes de vente en espérant qu'elles soient inversement proportionnelles à celles du Covid. Et puis, il y a des clients impatients de prendre leur distance avec leur enfant durant l'été. Il y a un frémissement d'ailleurs qui s'est opéré en début de semaine, donc, mais ce n'est pas les grands soirs. On espère qu'ils vont bientôt intervenir quand le gouvernement, fin mai, début juin, aura pris, j'espère, des décisions favorables au secteur du tourisme, de la restauration, des voyages et des colos, évidemment. De toutes les façons, on se prépare à un nouvel été, comme l'a dit le président hier, avec une baisse d'activité prévue chez nous entre 30 à 40% de notre clientèle. Donc, on est obligé de proposer de nouvelles choses, de se re-questionner. Et donc, on travaille sur des nouvelles offres de séjour, notamment sur les enfants adolescents, sur des séjours studieux, sur des fameuses colos apprenantes pour accompagner les jeunes en décrochage scolaire. Et tout ça, on le fait en partenariat avec l'Éducation nationale. Ce sont aussi des séjours de proximité qu'on est en train d'imaginer encore plus fortement parce que imaginez que demain les vacances soient régionalisées, qu'on ne puisse pas prendre les transports, qu'on soit limité à un rayon de 100 ou 200 km. Il faut aussi qu'on imagine cela alors que les enfants, 53% de nos clients viennent de la région parisienne, qui devaient aller sur la côte atlantique, Méditerranée ou à la montagne. Imaginez qu'ils doivent rester en région parisienne. Donc on essaie de trouver des solutions pour qu'ils puissent vivre de belles vacances quand même dans des endroits sympas en région parisienne. Donc tout ça, c'est des choses nouvelles que l'on travaille. Ce sont aussi des séjours solidaires que l'on renforce pour notamment des jeunes en situation de fragilité qui ne pourront pas partir du tout en vacances. Et grâce à des associations ou aux dons de nos clients, on pourra faire partir des jeunes en situation de fragilité. On essaye aussi dans cette période de faire des propositions aux différents ministères. L'UCPA est co-géré par différents ministères, donc on essaye de faire des propositions, notamment sur les mesures d'hygiène et de sécurité pour qu'on puisse déployer ça cet été auprès de nos adultes ou de nos enfants adolescents. Il faut que ça soit faisable, mais en même temps, il faut que ça protège la santé. On essaie de les faire réagir sur des solutions pour pas que ça soit trop drastique et contre-productif,
Parce que quand même, les jeunes, ils ont besoin en ce moment de passer de belles vacances alors qu'ils sont confinés, ils vont avoir besoin d'espace, de grandeur, de nature, de s'extérioriser. Donc, il faut absolument qu'on puisse faire partir les enfants en colo. Là, je prêche pour ma paroisse. Mais c'est aussi de faire du lobbying au niveau de la presse. Bon, on a eu un passage sur TF1 il n'y a pas longtemps pour parler d'écolo. Il y a eu un grand reportage dimanche. Donc, on essaye de. Même le président hier, il a parlé des colonies. Donc, on essaye vraiment que l'on parle d'écolo pour que ben, les parents, les adultes aient envie de partir. Donc, on essaie de s'adapter, de réagir, de ne pas être spectateur de la crise. Voilà, il ne faut pas se morfondre, il faut vraiment qu'on soit acteur pour arriver à s'adapter. On a mis en place évidemment une cellule de crise où au début on se voyait tous les jours, où maintenant on est plutôt à une fois par semaine. Et vraiment, on travaille sur plusieurs dispositifs, donc le dispositif orienté collaborateur, parce qu'on a des collaborateurs évidemment qui sont en contrat avec nous, en CDI ou en CDD, qu'on a mis au chômage partiel. Il y a ceux qui devaient travailler avec nous et dont on leur dit ben, on ne sait pas quand l'activité va reprendre. Merci de nous rester fidèles. On va vous recontacter dès qu'on en saura plus. On a même mis en place un processus un peu glauque, mais indispensable. C'est un processus de crise spécial Covid en cas de décès d'un de nos collaborateurs. Là, on a essayé vraiment de focaliser sur le collaborateur, sur vraiment prendre soin de lui et mettre en place un certain nombre d'actions. On a des petits cafés virtuels tous les jours, des apéros le soir pour ceux qui veulent se connecter. Il y a tout un tas d'événements virtuels qui sont organisés pour vraiment garder cela. Il y a des dispositifs fournisseurs, le transport aérien, la SNCF, les autocaristes, les hébergeurs, les bailleurs, etc. On fait appel à leur solidarité, à leur soutien et on renégocie avec eux nos contrats, essaie de réduire la facture, négocier des reports ou des avoirs. On a aussi un dispositif de crise autour de l'institutionnel pour travailler avec les différents ministères, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure. On a vraiment un dispositif orienté client pour répondre, déminer, rassurer, repositionner nos clients, être proche d'eux, faire face à leur incompréhension quand on doit faire un avoir et pas un remboursement, parce qu'eux-mêmes, ils peuvent être en difficulté. Donc, c'est vraiment la pédagogie. On a mis en place des dispositifs où on garde le lien avec le client à travers des moments de danse, des moments de fitness, de la musique, des conseils culinaires voilà, ou pratiques autour du sport notamment. Donc vraiment se garder ce lien, cette relation avant de penser à toute relation commerciale qui interviendra beaucoup plus tard. Et puis ce dispositif de crise, il est vraiment itératif et en boucle courte où on fait un retour d'expérience semaine après semaine. Nous n'attendons pas la fin de cette crise pour tirer les enseignements, mais nous mesurons en temps réel tous les effets de nos décisions et on essaie de recaler nos discours et nos process. Je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que ça se fait sans mal, mais vraiment, il y a une volonté globale et solidaire des collaborateurs pour avancer. Il faut s'adapter, il ne faut pas subir, et il faut évidemment préparer l'avenir, anticiper. Ce qui est compliqué, c'est qu'on est dans une crise, on ne sait pas comment va être l'été, qu'on est déjà en train de préparer l'année 2021, l'hiver 2021. Les catalogues sortent bientôt et on a des questionnements sur les destinations internationales. Est-ce que les groupes scolaires, les étudiants vont repartir en vacances, etc. Donc, on a plein de questions. On anticipe évidemment le déconfinement de nos collaborateurs avec un plan tout à fait particulier, adapté pour la reprise progressive du travail. Il y a certains collaborateurs qui ont été en chômage donc partiel total durant tous ces mois. Et puis du jour au lendemain, si on peut partir en vacances, il va falloir les faire travailler 200%. Donc il y a une phase de transition qu'il faut qu'on opère pour ne pas passer de zéro à tout du jour au lendemain. Tu parles de période de transition, Stéphane. Ça me permet de te dire qu'on va bientôt opérer la transition sur les échanges et les questions-réponses. J'ai bientôt fini. Voilà. Merci Marie-Louise. Je voulais juste finir avec un message d'espoir, c'est qu'on tient le coup grâce à nos clients. C'est eux, nos clients, qui nous donnent l'espoir avec les messages de soutien,
avec les contacts sur les réseaux, les inscriptions qui se poursuivent un peu, mais encore trop peu malheureusement. Ce que je voulais dire, c'est que dans cette terrible épreuve que nous subissons, nous sommes obligés d'aller en dehors de nos zones de confort, de se réinventer, d'aller où nous n'aurions jamais envisagé d'aller sans doute, d'imaginer, de se questionner sur quels vont être les comportements de nos clients de demain, quels vont être les comportements de nos collaborateurs de demain. C'est là vraiment les questions qu'on se pose. Aujourd'hui, l'agilité est vraiment au cœur de notre dynamique. Il faut s'adapter en permanence. Il faudra sans doute et indéniablement renforcer notre sens du client et transformer cet énorme pépin en pépite. Voilà, je vous remercie.